Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de Politique et Économie, aujourd'hui en compagnie de Stanislas Berton. Bonjour Stanislas. Bonjour Pierre. Stanislas Berton, vous êtes ancien chef d'entreprise et vous vous consacrez aujourd'hui à l'analyse économique et à la gestion des risques. Alors après votre ouvrage « La France retrouvée » que l'on avait évoqué sur ce plateau, le tome 3, le voici de votre opus « L'homme et la cité ». Un ouvrage que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté, en précisant que les 3 tomes de cet ouvrage peuvent être lus indépendamment, dans l'ordre, dans le désordre, etc. Et donc avant de commencer cet entretien, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran et de nous laisser vos commentaires pour un meilleur référencement. Stanislas Berton. Abordons donc cet ouvrage, L'homme et la cité, volume 3, et vous dites que ce travail, cet ouvrage, vise à montrer la réalité d'une guerre froide devenue chaude, opposant les forces mondialistes à celles des nations libres. Alors, comment ce conflit s'est-il réchauffé ces derniers temps ? Oui, alors quand on a déjà dit ça, il faut quand même rappeler que c'est une spécificité de cette guerre. J'en parlais dans le volume 2, c'est vraiment une guerre hors limite. Donc, qui est très différente des autres guerres puisqu'elle se fait essentiellement par l'infiltration plutôt que l'invasion. On en avait déjà parlé, vraiment la subversion des institutions. Et elle se déploie dans différents domaines, donc que ce soit le droit, l'économie, la finance, la culture, la démographie. Et là, ce qui s'est passé en 2022, c'est que justement, en fait, cette guerre, elle est devenue tout d'un coup visible avec ce front ukrainien qui s'est ouvert, et c'est ce que j'explique dans le livre, qui concentre beaucoup l'attention, qui a concentré l'attention cette année, mais qui est un seul front dans une guerre beaucoup plus large. Et en fait, si on veut faire un peu la généalogie de ce qui s'est passé, il y a eu quand même des étapes avant qui ont un peu contribué à réchauffer petit à petit cette guerre. Il y a eu la victoire de Donald Trump en 2016 à l'élection présidentielle. On se rappelle que en fait, Hillary Clinton n'était pas censée perdre. Après, il y a eu aussi, et ça j'en parle dans le livre, et c'est beaucoup moins connu, la purge en fait qui a été effectuée par le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman, qui a en fait décapité tout l'État profond mondialiste saoudien en arrêtant des centaines de personnes donc de la cour et en saisissant pour près de 800 milliards d'actifs, je crois. Donc voilà, ça c'est un élément. Et là, bien sûr, en 2022, on a eu vraiment cette guerre en Ukraine qui là a correspondu aux critères de la guerre tels que l'imaginaire occidental le conçoit. Une guerre de position. Voilà, puis une guerre de position avec des mouvements de troupes, des bombardements, la logistique, etc. Mais il faut bien avoir conscience qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le monde et que en fait, cette guerre-là, elle a tendance à cristalliser l'attention et puis le récit médiatique, mais qu'il y a beaucoup de choses aussi très intéressantes qui se passent dans le monde et je suis sûr qu'on va les aborder dans cet entretien. Alors, une guerre hors limite que vous qualifiez aussi de cognitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors une guerre cognitive, parce que comme le disait James Gordiano, donc, qui est professeur à West Point, c'est le cerveau humain sera le champ de bataille du XXIe siècle. Donc aujourd'hui, cette guerre, c'est une guerre essentiellement de l'information, une guerre de la perception, et on va voir qu'il y a tout un travail qui a été fait, donc aussi bien sur la Russie que sur la Chine, que sur tous les gens qui sont désignés comme complotistes ou populistes, en fait, pour préparer l'opinion publique, et en fait, pour enfermer vraiment les populations occidentales dans une réalité parallèle. Alors, les mondialistes, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quels sont leurs objectifs au sein de ce conflit ? Oui, absolument. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre sur le mondialisme, c'est que le mondialisme est un suprémacisme avec une idée centrale, c'est qu'il y a en fait des castes dans la société, et il y a notamment une caste d'élus. Et ces élus, eh bien parce qu'ils ont le droit divin de gouverner la Terre entière, ils veulent déjà réaliser une gouvernance mondiale. C'est-à-dire leur objectif, c'est de détruire les nations souveraines, d'abolir les nations souveraines ou la souveraineté des peuples, et de remplacer ça par une gouvernance mondiale, qui serait quand même à forte inspiration technocratique, parce que ces gens-là pensent qu'on peut tout manager selon les méthodes de management technocratique modernes telles qu'elles se déploient dans le monde de l'entreprise, elles se sont déployées dans le monde de l'entreprise dans un premier temps. Et ensuite, donc qu'est-ce qui va se passer? Il y a cette caste d'élus qui va gouverner tout le monde par des moyens technocratiques. Et comme le reste de l'humanité est assimilé à une espèce de bétail, donc qu'est-ce qu'on fait avec le bétail? Eh bien, on va le surveiller en permanence, on va le tracer, on va le pucer. Et en fait, c'est ça ce projet, c'est le projet de surveillance généralisée, alors qui s'est déployé, là on l'a vu de manière très concrète avec la crise sanitaire, mais qui va encore se déployer avec des choses comme les smart cities, donc c'est-à-dire ces villes connectées, ce qu'on appelle l'Internet des objets, donc des objets qui donnent en permanence des informations. Et la prochaine étape qui a été
été quand même évoqué frontalement par Klaus Schwab notamment. On peut retrouver un extrait d'un entretien qu'il a donné en 2016. C'est l'Internet des corps, Internet of Bodies, où là, ça va être les hommes qui vont être connectés. Et en fait, ça va nourrir toute cette espèce de système de surveillance. Et on va aboutir aussi à quelque chose dont les Occidentaux commencent à avoir les prémices, qui est aussi l'abolition de la propriété privée. Donc on voit qu'en fait, c'est un système absolument totalitaire où une caste d'élus, en fait, va essayer de complètement réduire en esclavage les populations qui sont jugées inférieures. Alors, sur les moyens que utilisent ces mondialistes pour parvenir à leurs objectifs, vous parlez de manipulation psychologique et d'ingénierie sociale pour neutraliser toute volonté de résistance. Expliquez-nous ça. Oui, alors ça, c'est vraiment le coup de génie du mondialisme. Il faut rappeler que, en fait, c'est le proto-mondialisme qui a inventé l'ingénierie sociale, notamment une institution qui s'appelle la Société Fabienne, qui a été créée à la fin du 19e. Donc là, c'est des choses qui remontent quand même, ça date pas d'hier, qui a inventé l'ingénierie sociale, qui a fondé la London School of Economics, qui a été pionnière dans toutes ces théories économiques, tout ce qui est économie comportementale, etc. Donc on a aussi le neveu de Freud, qui s'appelle Edward Bernays, qui a inventé toutes les relations publiques et voilà, les relations presse, etc., la manipulation de l'opinion publique à grande échelle. Cet ouvrage qui s'appelle Propaganda. Exactement, ouais. Exactement. Donc on est face à des gens qui maîtrisent la propagande, qui ont inventé les outils d'ingénierie sociale. Et le coup de génie, c'est d'avoir compris que quand on a une oppression qui est visible, qui est manifeste, en fait, ça suscite naturellement un sentiment de rébellion, de révolte. Et donc, leur coup de maître, c'est d'avoir dit, en fait, on va empêcher les gens de comprendre qu'ils sont enfermés dans une prison, et on va même faire ce truc extraordinaire de faire croire aux gens que leur prison, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'on va pousser les gens en fait vers la servitude, mais en leur faisant croire que c'est eux qui sont à l'initiative et en leur disant en fait c'est pour votre bien, c'est pour l'accomplissement de vos désirs, votre épanouissement personnel. Et ça, c'est ça qui est absolument terrible. Et en fait, aujourd'hui, je disais il y a quelques instants que les populations occidentales sont enfermées dans une prison cognitive. En fait, c'est exactement ça. Les mondialistes ont réussi à faire aimer aux Occidentaux leur servitude. Et alors, vous parlez à cet effet d'experts de la désinformation au travers de ce personnel que l'on voit sur les plateaux de télévision. Est-ce que vous pensez qu'ils sont tous, on va dire, rémunérés par le système mondialiste pour aller dans leur sens à ce point? Non, alors c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'il y a des effets d'influence qui sont beaucoup plus diffus, c'est-à-dire qu'il va y avoir, tout se joue déjà au niveau de la formation. Quand on regarde le mondialisme, il s'est déployé à partir des universités d'élite, et notamment les grandes universités anglaises, hein, notamment le All Souls College de Oxford, et en fait on voit qu'ils ont recruté en fait, des gens qu'ils ont placés, par exemple, à la tête de grands journaux de rédaction. Et là, récemment, je lisais un article où il y a carrément tout un collège, donc une université anglaise, dont la seule fonction, c'est, je crois, le King James College, qui travaille étroitement avec les services de renseignement et qui forme des gens qui sont de fait des espions, mais pour les mettre à la tête des rédactions des grands journaux britanniques ou américains, etc. Donc, il y a déjà une formation des têtes dirigeantes, et ensuite, il y a une sélection des profils. Et il y a une espèce de pression, je dirais, insidieuse qui se fait, c'est-à-dire qu'on vous fait comprendre, et il y a beaucoup de témoignages dans ce sens quand on parle à des élèves dans des écoles de journalisme, par exemple, qu'il y a certains sujets, il vaut mieux pas les aborder si vous voulez trouver du travail à la sortie. Donc en fait, petit à petit, il y a une autocensure, il y a un conformisme idéologique qui est d'autant plus redoutable que c'est pas une pression directe, c'est-à-dire on vous fait juste comprendre que si vous voulez continuer dans ce métier ou dans ce milieu, il y a mieux des sujets qu'il faut pas aborder, il y a des opinions qu'il ne faut mieux pas avoir. Et ça se fait aussi par ce biais-là. Et alors, l'un des meilleurs exemples, c'est cette fondation qui s'appelle les Young Global Leaders, qui est chargée justement de rassembler ce personnel mondialiste et de le dispatcher au poste de pouvoir. C'est ça, exactement. Et on a un témoignage vraiment éloquent de Klaus Schwab à ce sujet qui dit, en 2007, à la Harvard Kennedy School, qui est un peu le Sciences Po mondial, c'est-à-dire tous les gens vont aller après dans les grandes institutions type ONU, etc. Klaus Schwab, qui est le président du Forum économique mondial. Voilà. Et le programme Young Leader est lié au Forum économique mondial. Et donc il dit devant un auditoire, avec mes Young Leaders, nous avons pénétré tous les gouvernements de la planète. Donc il l'avoue. Et en fait, les mondialistes ont une politique RH qui est assez impressionnante parce que c'est efficace, parce qu'ils repèrent, grâce aux grandes universités dans lesquelles ils ont des relais, les éléments les plus prometteurs, et ils vont leur mettre le grappin dessus en leur disant si tu veux aller loin, si tu veux monter,
ta seule chance, c'est de rejoindre le mondialisme. Alors, soit ils le font par la séduction et les gens adhèrent au récit mondialiste, parce qu'il y a des gens qui y croient sincèrement, qui pensent vraiment qu'une gouvernance mondiale, ça serait formidable, qu'on va résoudre les problèmes de l'humanité grâce à la technologie, etc. Il y a vraiment des gens qui y croient. Mais il y a aussi des gens qui le font parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas vraiment d'avenir si on ne suit pas cette voie-là. Et puis voilà, il y en a qui se disent, j'ai quand même cette vocation, peut-être que je vais essayer de jouer le jeu, puis peut-être que de l'intérieur, j'arriverai à faire des choses. Bon, ça, seul Dieu connaît le cœur de chaque homme, mais en tout cas, clairement, les grandes institutions d'élite sont utilisées par le mondialiste pour faire du recrutement. Mais c'est quoi le profil psychologique des membres de ce personnel qui intéresse les mondialistes? C'est des gens qui sont vraiment déjà qui ont un certain niveau intellectuel, qui peuvent quand même être influencés parce que le mondialisme veut le contrôle, c'est-à-dire il faut toujours chercher à contrôler les gens. Donc soit on les contrôle par la pression, soit on trouve des éléments avec lesquels on va pouvoir les faire chanter. Donc ça c'est tout l'objet, on pourra peut-être revenir là-dessus, de tout ce qui touche autour des rituels, que ce soit pédophilie, des choses comme ça, c'est en fait des espèces de rituels initiatiques pour ensuite tenir les gens. C'est un peu comme une mafia. Vous voyez, dans la mafia, la première chose qu'on vous fait, c'est vous faire tuer quelqu'un parce que comme ça vous êtes liés par le sang. C'est un petit peu aussi ce qu'on avait évoqué avec Pierre Jovanovic, à savoir l'entretien qu'on avait fait sur Jeffrey Epstein. C'est ça, exactement. Qui, lui, enfermait ces personnes en les filmant avec des gamines, et après on peut faire pression sur ces personnes en leur disant tu fais ce que je te dis, sinon tu vas finir en prison, quoi. C'est ça, exactement. Donc il y a cette logique-là, mais il ne faut pas oublier, parce que là on parle de gens qui sont extérieurs au mondialisme et qui vont y arriver, mais il y a aussi une grande logique dynastique dans le mondialisme, qui est important de souligner. Oui, il y a des familles. Il y a des grandes familles, il y a, comme l'ancienne aristocratie, il y a des mariages entre lignées, il y a l'importance du sang et de la lignée, vraiment on ne se mélange pas, quoi. Ils ont d'ailleurs, les mondialistes, infiltré toutes les cours royales d'Europe. Exactement, et avec cette logique, toujours on revient un peu sur l'idée de suprémacisme et d'eugénisme, c'est-à-dire il ne faut pas se mélanger avec les races inférieures, ouais, entre guillemets. Donc ça c'est très important de le souligner, et donc il y a un peu les deux, c'est-à-dire ils essayent d'ajouter certains éléments dans les lignées, mais pas trop non plus. Et en même temps, ils essayent de repérer les gens les plus prometteurs, mais ce qui est aussi une bonne manière de fonctionner comme ça, de neutraliser toute opposition. Parce que si tous les gens brillants et avec des capacités, en fait, sont cooptés par le mondialisme, qui y reste pour mener la résistance ? Alors, parmi les autres moyens des mondialistes, pour arriver à leur fin, il y a ce que vous appelez les bullshit jobs, ces métiers qui n'ont aucun sens. On a pu se rendre compte au moment des confinements que finalement on n'avait pas besoin de tout le monde pour faire marcher l'économie et la société. Donc pourquoi ce système mondialiste promeut ces bullshit jobs à ce point? Oui, alors là vous faites référence au concept de bullshit job, et j'ai une traduction dans ce nouveau livre de l'anthropologue David Graeber qui a fait un travail vraiment extraordinaire sur ce sujet. Et en fait, alors les bullshit jobs, qu'est-ce que c'est? Ça, Graeber l'explique très bien, c'est déjà en fait quelque chose qui vient compenser l'augmentation des gains de productivité. C'est-à-dire, il le rappelle dans le texte, en fait, Keynes prévoyait que l'augmentation des gains de productivité allait libérer énormément de temps libre pour tout le monde. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir du temps libre, on s'est mis non seulement à travailler encore davantage, avec un rythme de plus en plus frénétique, à faire de plus en plus de travail, parce qu'avec des postes qui sont supprimés, on prend des nouvelles responsabilités, en plus souvent des emplois inutiles. Et donc la thèse de Graeber, c'est de dire, en fait, c'est pour empêcher les gens d'avoir du temps libre et de commencer un peu à réfléchir à la nature du système dans lequel ils vivent, on les abrutit avec des emplois inutiles. Alors moi, j'ai poussé un petit peu la réflexion par rapport à ça, c'est que je pense que ça sert en grande partie aussi à neutraliser les cadres et les CSP+. C'est-à-dire que vous l'avez très bien dit, on a vu pendant le confinement, en fait, les emplois essentiels, c'est souvent les emplois qui sont en bas de l'échelle salariale. Eux, ils peuvent faire grève, là, tout de suite, la société est bloquée. Par contre, les gens qui emploient ces bullshit jobs, ils peuvent arrêter de travailler, déjà, ça change pas grand-chose, et peut-être même la société s'en porte mieux. Donc ça permet de neutraliser ces gens qui sont souvent cadres, qui ont fait des études avec des emplois inutiles, parce qu'on leur fait comprendre que en fait, c'est un peu on achète leur silence, c'est-à-dire ils vivent un peu mieux que la majorité de la population, avec des emplois qui sont quand même aliénants pour eux, mais en même temps, on leur fait... Ils ont un gros pouvoir d'achat, est-ce qui les rend voilà, heureux? Exactement. Et en fait, une population heureuse et productive, vous dites, avec du temps libre, elle peut devenir dangereuse, parce qu'elle est amenée à se
s'intéresser au système et à se poser des questions qui pourraient l'amener à le remettre en cause. Oui, oui, exactement. Et surtout, elle permet vraiment de neutraliser ceux qui pourraient faire de l'encadrement dans la résistance. Et surtout, ça les pousse à s'identifier aux intérêts et aux objectifs de la classe, la vraie classe dirigeante. Donc c'est vraiment assez retors, et puis ça castre les gens. Je veux dire, les gens ont bien conscience qu'ils font quelque chose d'inutile. Et puis il y a une troisième conséquence de ça, c'est que les bullshit jobs sont plutôt des emplois tertiaires. Et donc ça encourage en fait le travail féminin, et ça neutralise aussi les métiers très masculins, et notamment ça nuit aussi aux hommes, et à travers les métiers industriels, agricoles, etc., qui étaient plutôt des provinces masculines. Alors justement, le féminisme, vous l'évoquez aussi dans votre ouvrage, Stanislas Berton, comme étant une idéologie au service de ce mondialisme. Alors expliquez-nous pourquoi. Oui, alors ce qu'explique l'essai, qui est une traduction vraiment d'un texte remarquable, c'est qu'en fait, un des aspects idéologiques du mondialisme, c'est l'indifférenciation, dont on voit l'aboutissement aujourd'hui avec la logique transgenre. C'est-à-dire, il n'y a plus de différence entre les sexes, et on part de l'idée que finalement, un homme et une femme, c'est la même chose, ça peut faire la même chose, il n'y a plus de différence, il n'y a plus d'activités qui sont spécialement masculines et spécifiquement féminines. C'est le relativisme. Voilà, c'est le relativisme, et c'est l'indifférenciation, littéralement l'indifférenciation. Faire disparaître les distinctions entre les sexes. Voilà, exactement. Et ça, ce qu'explique l'auteur du texte que j'ai traduit, c'est qu'en fait, ça, c'est une erreur de croire que c'est une idéologie récente. C'est quelque chose qui est présent dès le mouvement féministe, dès le départ. Et il cite de manière assez érudite des éléments dans ce sens, c'est que dès le 19e siècle, si vous regardez l'idéologie des féministes qui lancent le mouvement féministe, c'est exactement cette idée-là. C'est de dire qu'en fait, ce que font les hommes, les femmes peuvent le faire aussi. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que aujourd'hui, les gens qui déplorent le mouvement transgenre doivent aller au bout de leur critique et comprendre que tout ça, c'était en germe dès le départ dans le mouvement féministe. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et de manière plus générale, cette société d'indifférenciation, elle contribue aussi notamment à neutraliser et à castrer les hommes, puisqu'on sait que les hommes, traditionnellement, c'est eux qui sont dans la guerre, c'est eux qui sont dans le conflit, qui sont dans l'extériorité, alors que la femme, c'est plutôt son domaine, c'est l'intériorité. Et en créant un monde, et là je renvoie par exemple aux travaux d'Emmanuel Todd, qui a écrit un livre qui s'appelle « Où en sont-elles ?», qui montre qu'en fait les revendications des féministes sont fausses, qu'on est dans une société qui est complètement féminisée. Et en fait, cette féminisation de la société, elle conduit à neutraliser les hommes qui pourraient être justement ceux qui pourraient se relever et combattre le mondialisme. Et j'avais vu quelque chose d'intéressant, je crois, qui est cité par Todd, c'est que les pays qui sont les plus conservateurs ou qui résistent le mieux au mondialisme, c'est justement des pays comme par exemple la Hongrie, la Pologne, où il y a encore beaucoup d'emplois industriels. C'est-à-dire que, justement, où les hommes peuvent encore avoir une activité masculine et ils ne sont pas dans cette société tertiaire qui est quand même très centrée sur des modes de fonctionnement, des critères très féminins. Et vous liez le féminisme au concept d'infantilisation. Moi, quand je vois des adultes aujourd'hui déambuler sur des trottinettes, je me pose quelques questions. Exactement. Ça, j'en parle justement aussi dans le livre, l'infantilisation généralisée de la société, et qui a comme conséquence... on voit d'ailleurs, en fait, c'est l'État nounou, c'est-à-dire de nanny state, qui nous traite comme des enfants. Là, pour venir à Paris, vous prenez le train, vous prenez les transports, vous avez comme une maman dans les haut-parleurs qui vous dit lave-toi les dents, mets tes lacets. Alors, sauf que là, c'est d'autres injonctions. Mais en fait, on est totalement traités comme des enfants. Et en effet, ça se voit à travers tout, je donne des exemples, à travers l'esthétique, à travers les divertissements. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'adultes qui ont des jeux, des préoccupations, des occupations d'enfants. On voit à travers la pop culture. On voit en effet la trottinette qui était quelque chose d'enfantin, qui est devenu un mode de déplacement pour des cadres ou des pères de famille. Oui, des jeunes adultes qui continuent après 40 ans à jouer à la console. Oui, ou à jouer à la poupée avec des petites figurines, etc. Donc il y a en effet l'infantilisation généralisée de la population, et qui a parce que tout est toujours très bien pensé, c'est-à-dire que comme les enfants ne sont plus capables de se gérer tout seuls, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère leur vie à leur place, et là c'est l'État contrôlé par le mondialisme qui prend la relève et qui vient nourrir ce projet totalitaire. Rapidement, Stanislas Berton, vous parlez aussi du marxisme comme étant l'un des outils du mondialisme. C'est quoi le marxisme? C'est pas tomber
à la chute du mur de Berlin? Non, alors je dirais, alors déjà le marxisme continue encore aujourd'hui d'exercer une espèce de séduction absolument que je trouve incompréhensible sur l'esprit de beaucoup d'intellectuels et même de... Oui, on fait de Che Guevara un héros partout sur des t-shirts, on continue d'utiliser même la grille d'analyse. Du mondialisme. Voilà, c'est ça. Non, puis même la grille d'analyse, lutte des classes, etc. Et ce que j'explique dans le livre, on pourrait faire tout un entretien là-dessus, c'est le danger de ça. Et surtout, ce que je voudrais dire brièvement, c'est qu'en fait, il faut comprendre le marxisme comme une religion. C'est-à-dire c'est une religion qui a remplacé le christianisme dans l'esprit de beaucoup d'occidentaux. Et quand on analyse le marxisme de ce point de vue-là, c'est le parti remplace l'Église, la lutte des classes, ça remplace la société justement sans classe appelée par le Christ, l'universalité catholique. Et puis c'est la dictature du prolétariat, c'est la parousie, c'est le jugement dernier. Et en fait, ça c'est plus généralement, la lecture marxiste, c'est l'idée qu'on peut trouver son paradis sur Terre. C'est-à-dire, si on mène la lutte des classes, si on applique les lois du matérialisme historique, on va arriver au paradis sur cette Terre. Ce qui est complètement l'opposé de la vision chrétienne, où on sait que en fait, le paradis n'est pas de ce monde, mais dans le monde d'après. Donc en fait, c'est qu'il ne faut pas combattre, je pense que c'est une erreur de combattre le marxisme sur le plan politique et intellectuel, il faut le recadrer comme en fait une religion. Et le combattre comme un système de croyance religieux. Alors, parmi aussi ces techniques sophistiquées, on voit qu'il y a ce que Nassim Nicolas Taleb appelle l'arrogance épistémique. Et ça, c'est le résultat de ces techniques sophistiquées sur les gens qui en sont victimes. Ils arrivent à ce que Taleb appelle l'arrogance épistémique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, l'arrogance épistémique, un terme vraiment important, c'est quand on surestime nos capacités intellectuelles, on évalue mal notre capacité de jugement parce qu'on se surestime. Et ça, c'est quelque chose qui est très répandu, et on l'a vu notamment lors des crises récentes, c'est que les gens qui se pensent les mieux informés, ou les mieux éduqués, donc que ce soit les médecins, les élus... Les diplômés, quoi. Les diplômés, oui, ou même les gens qui ont accès à certaines informations. Ça peut être des universitaires, ça peut être des hauts fonctionnaires. En fait, ce sont souvent les gens qui tombent le plus facilement dans le panneau du mondialisme. Et moi, je pense toujours à ce grand escroc américain qui était P.T. Barnum, qui disait que la personne la plus facile à rouler, le plus gros pigeon, c'est celui qui est convaincu que lui, il est tellement intelligent que personne ne peut le rouler. Et ça, c'est les gens qui est le plus facile de piéger. Et en fait, on l'a vu, et ça pose quand même un problème au-delà de la critique qu'on peut faire. Ça pose un vrai problème politique et social, parce que normalement, l'élite, elle doit avoir un coup d'avance. Elle doit comprendre des choses que le peuple ne comprend pas, parce qu'elle doit être là pour guider le peuple, justement. Et là, aujourd'hui, on arrive à des situations où, et ça m'est arrivé de nombreuses fois, vous avez des gens très simples, très humbles, comme des femmes de ménage, des caissières, des vendeurs, qui comprennent, en gros, mieux le mondialisme et mieux tout ce qui est en train de se passer, la grande arnaque qui est en train d'avoir lieu sous nos yeux, que des gens très diplômés avec des responsabilités, etc. Et ce qu'on appelait, je sais pas, c'était le bon sens paysan, quoi. Oui, exactement, ou des gens qui ont des gens qui sont dans le concret, quoi. Oui, qui sont dans le concret, puis qui sentent bien qu'il y a un truc qui tourne pas rond, et qui ne sont pas prisonniers de leurs préjugés sociaux, leurs préjugés de classe, et surtout qui n'ont pas, c'est justement cette arrogance de dire, moi, on peut pas me la faire, quoi. Et ça, c'est beaucoup de gens, et même dans le camp patriote dissident, il y a beaucoup de gens qui rejettent l'idée d'un complot mondialiste, qui disent mais non, ça va trop loin, c'est trop délirant, il faut rester dans le cercle, comme disait Alain Minck, dans le cercle étroit de la raison. Et en fait, ces gens-là refusent d'examiner le complot mondialiste dans toutes ses dimensions. L'idéologie, parce qu'en fait, il n'y a pas de complot, puisque en fait, on peut voir sur les sites des organisations mondialistes comment tout est en train de se passer. Oui, absolument, c'est ça qui est terrible. Sur le site du forum de Davos, cette maxime, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Donc en fait, tout se passe, tout est sur la table. Pas de complot. Oui, enfin voilà, en tout cas, il y a une organisation au-delà de ce qu'on voit de façon visible. Et ça, il y a encore une partie des gens qui refusent de l'admettre. Ça sera ma dernière question avant la pause. Stanislas Berton, vous expliquez que l'idéologie mondialiste pèse sur l'Occident depuis notre révolution à nous en France, la Révolution française. Pourquoi dites-vous que c'était la première révolution colorée? Alors la révolution colorée, il faut déjà rappeler ce que c'est. C'est en fait un coup d'État qui est mené aujourd'hui par les services de renseignement sous couvert de révolte démocratique et populaire, et qui fait souvent appel à la société civile et qui utilise les médias pour vendre ce récit à l'opinion.
Alors moi j'applique cette grille de lecture, en fait il y a tout un modèle qui s'appelle le modèle de Bezmenov, c'est démoralisation, déstabilisation, crise et normalisation. Et en fait quand on applique cette grille de lecture, on se rend compte que la Révolution française a été une véritable révolution colorée qui a été menée contre la monarchie et contre l'Église. Depuis l'extérieur de la France. Depuis l'extérieur de la France, en partie de l'Angleterre. Et en fait qui a visé à mettre la France sous la coupe du proto-mondialisme. Et donc en fait, et d'ailleurs... Du monde anglo-saxon. Oui, du monde anglo-saxon, mais même et surtout avec cette obsession de détruire la chrétienté, parce qu'il y a quand même cette idée-là, et de détruire tout pays encore chrétien. Et la catholicité même. Oui, alors d'abord la catholicité, mais par exemple aujourd'hui, on voit encore le mondialisme à la manœuvre en Russie, et là il faut détruire la Russie orthodoxe, qui est une grande puissance encore avec l'orthodoxie. Tout ce qui n'est pas protestant en réalité. Oui, alors on peut dire ça comme ça, moi je dirais plutôt même, je vais même plus loin en disant tout ce qui n'est pas ouvertement satanique. Donc, parce qu'en fait, c'est ça. Et donc, ce qui s'est passé avec la Révolution française, c'est ça. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que c'est devenu, la défense de la Révolution française est devenue un marqueur, notamment plutôt à gauche. Mais en fait, c'est pas de droite et de gauche. Ça s'est passé comme ça. Il y a eu une infiltration de l'armée royale. Les premières victimes de la Révolution française, ça a été le peuple qui a été saigné dans les guerres révolutionnaires, qui a perdu ses corporations, qui a perdu ses privilèges. J'ai même vu une étude récemment qui disait que ceux qui ont été le plus guillotinés pendant la Révolution française, c'est même pas les nobles ou le clergé, c'était des artisans, enfin des gens du peuple. Donc en fait, objectivement, quand on a cette grille de lecture et qu'on voit quelles ont été les suites de la Révolution française, en fait, la France est tombée en 1789 sous le coup du mondialisme. L'Angleterre était tombée avant, à la fin du XVIIe. 1694, c'est la création de la Banque d'Angleterre, et les États-Unis sont tombés en 1913 avec la création de la Fed. Et la Russie a eu une période où elle est tombée avec le bolchevisme en 1917. Donc il y a vraiment toutes ces dates importantes à retenir. Et voilà, il faut surtout sortir de ce truc. Est-ce que vous êtes pro ou est-ce que vous êtes anti? Il faut regarder qui a pris le pouvoir, selon quels moyens et pourquoi faire. Parce que le piège aussi du mondialisme, c'est de toujours dresser les gens contre les autres et de dresser, par exemple, voilà, ceux qui sont pro-Révolution française contre anti-Révolution française. Tout Français qui comprend ce qui s'est passé avec la Révolution française ne peut pas soutenir ce qui s'est passé. Je voudrais terminer en citant Nicolas Gomez d'Avila qui disait « La Révolution française est terrible, et admirable pour celui qui la connaît mal, terrible pour celui qui la connaît et grotesque pour celui qui la connaît bien. » On va faire une pause et on revient avec notre invité dans un instant. On continue ensemble notre entretien autour de cet ouvrage, c'est L'homme et la cité, volume 3 de Stanislas Berton. Pourquoi dites-vous que dans ce conflit des forces libres contre le mondialisme, le combat est avant tout spirituel ? Alors ça, c'est le fruit de mon travail. J'ai vraiment été amené à cette conclusion par mes lectures, par mes analyses. Ce n'était pas quelque chose que j'avais compris au départ. C'est qu'en fait, on a tendance aujourd'hui à se focaliser sur le niveau en fait, qui est mis devant nous, qui est le niveau politique. Penser qu'il faut apporter une réponse politique. Puis après, on a la métapolitique, donc tout le concept de Gramsci de métapolitique, concept culturel. Mais en fait, ce qui est au-dessus, c'est l'aspect spirituel. Et en fait, quand on comprend ça, on comprend qu'en fait, c'est celui qui gouverne tout. Et c'est un peu la phrase de Malraux qui disait « Une civilisation, c'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion ». Et en fait, ce que j'ai été amené à comprendre en travaillant sur la France et en travaillant sur le mondialisme, c'est que tout procède du religieux. Et en fait, le mondialisme est un messianisme, donc avec cette idée très forte, et notamment en fait l'idée centrale de ça, c'est une inversion du récit de la Genèse. C'est-à-dire qu'une société chrétienne, elle part du récit de la Genèse, de la chute de l'être humain. Le mondialisme, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il voit l'épisode où le diable, donc Satan, le serpent, tente Adam et Ève en leur disant « Goûtez le fruit de la connaissance et vous serez semblables aux dieux ». Et en fait, les mondialistes se disent « Mais en fait, c'est lui qui a raison. On va goûter le fruit de la connaissance et on va être semblable aux dieux. » Et en fait, ils pensent que le diable est leur libérateur. Donc, c'est-à-dire, ils pensent que, et ça aboutit au transhumanisme, au transgenre, au fait que, voilà, il faut chercher la connaissance et on va résoudre les problèmes de société par la science et on va s'affranchir de l'ordre naturel créé par Dieu. Et ça, c'est exactement ça. Donc on est sur quelque chose de religieux. Et je parlais il y a quelques instants du marxisme. Le marxisme, c'est la même chose. C'est comme on refuse le récit de la chute, eh ben on pense qu'on peut atteindre le paradis sur Terre en faisant des réformes sociales. Donc ça, et c'est ça que j'essaye d'expliquer parce que c'est le plus dur aujourd'hui à faire comprendre aux gens, c'est qu'en fait, le vrai clivage politique, il est, est-ce que vous êtes dans la conception chrétienne
ou vous êtes dans la conception luciférienne. Et en fait, le vrai choix, il est là. Vous êtes dans une société avec un ordre naturel divin, avec des vérités éternelles, immuables, ou vous êtes dans le projet de vous prendre pour des dieux et de mettre l'individu au centre de tout. Et auquel cas, vous allez croire à la notion de progrès, que les choses peuvent évoluer, se perfectionner, puisque tout n'a pas été créé une fois pour toutes par Dieu. Donc en fait, c'est ça le vrai clivage. C'est un peu, est-ce que vous êtes pour Dieu ou pour Satan ? Projet de mettre l'homme au centre de tout, on peut remonter à la Renaissance. Oui, exactement. Pour expliquer tout ce mouvement. Et vous expliquez donc justement que si la chrétienté a ses propres symboles, on les connaît tous, la croix, les clochers, etc., il en est de même pour le mondialisme qui est une religion à part entière. On le voit avec ces outils comme le marxisme. Vous disiez que c'était une religion, qu'il faut la voir comme une religion. C'est quoi les symboles du mondialisme aujourd'hui ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en psychologie, les gens vous disent toujours qui ils sont. Ils ont toujours besoin de vous dire qui ils sont. Si vous prêtez attention, les gens vous disent qui ils sont. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour les mondialistes et les suppôts de Satan, parce que vous savez, même dans les contes populaires, le diable, il faut l'inviter pour qu'il rentre. Et le diable a besoin de vous dire qui il est. C'est comme le pacte avec le diable, vous signez avec votre sang, mais le diable vous a dit le contraire. Il vous a dit l'échange, c'est votre âme. Donc vous connaissez les termes. Et en fait, quand on étudie la symbolique mondialiste, on se rend compte qu'ils ont besoin de vous dire tout le temps qui ils sont et de montrer leur allégeance. Et ça, c'est une phrase de la source Q que je cite souvent, qui dit « leur goût pour les symboles causera leur perte ». Donc moi, je me suis intéressé à ces symboles, j'ai tout un essai d'ailleurs dans le livre qui parle de ça. Donc c'est les différents symboles occultes. Donc ça va de la pyramide, l'œil, c'est le geste, par exemple, le 666 comme ça, c'est les cornes du diable, enfin voilà, je vais essayer de pas trop les faire voilà, non plus, parce que ça a son sens. Et il y a en fait beaucoup d'acteurs, je donne des exemples, là dans le livre j'ai repris les schémas, mais sur mon site j'ai avec des photos d'acteurs, des photos de... Vous avez tout, hein, vous avez de Brad Pitt à Greta Thunberg. Oui, qui se cachent l'œil comme ça, voilà, qui font des trucs comme ça. Voilà, exactement. Et en fait, ça c'est une symbolique très précise, mais on la retrouve aussi en France, par exemple. Si les Français savaient quelle est la symbolique, par exemple, de la pyramide du Louvre, je pense qu'ils la regarderaient d'un autre œil. Il y a aussi le monument des droits de l'homme qui se trouve sur le Champ de Mars. On peut faire aussi une analyse de ce monument, c'est assez édifiant. Et là, du coup, on refait le lien avec ce dont je parlais il y a quelques instants, avec la Révolution française. Oui, avec une pyramide au sommet du tableau qui avait été peint à l'époque et un préambule de cette... déclaration des droits de l'homme sous les auspices de l'être suprême. De l'être suprême. On voilà, en avait exactement. déjà parlé. Et où est-ce qu'on peut les retrouver, ces symboles? Alors, on a donné quelques détails, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur où est-ce qu'on trouve ces symboles dans la société? Alors, par exemple, il y a un symbole qu'on retrouve vraiment de manière très frappante, c'est sur le dollar. Regardez le dollar qui est la monnaie aujourd'hui mondiale. Vous avez cette pyramide, vous avez cet œil. Donc the all-seeing eye, l'œil qui voit tout, qui est aussi l'œil du pasteur de néant, hein, donc le diable, je le cite dans le texte, et avec en dessous cette devise en latin, Novo Ordo Seclorum, le nouvel ordre des siècles. Et ça, c'est sur le dollar, donc, qui a été créé par cette espèce de coup d'État mondialisme en 1913. Donc, en fait, ces symboles, ils saturent... Création de la Fed, oui. Création de la Fed. Donc, ils saturent notre espace jusqu'à la monnaie qu'on utilise. Je donne aussi un exemple dans l'essai sur les symboles des applications. Amusez-vous à regarder les symboles de l'App Store, de Google Chrome, avec la grille de lecture que je propose dans le livre. Vous verrez que tous les jours, à votre insu, vous interagissez avec des symboles occultes. Pourquoi êtes-vous aujourd'hui, Stanislas Berton, persuadé que le règne du mondialisme, de cette idéologie, en tout cas, touche à sa fin? Oui, je pense qu'elle est menacée alors, au niveau mondial. C'est-à-dire, je vais faire une nuance par rapport à ça. Et cet été, vous vous en souvenez, on a fait tout un entretien sur ça, sur la dédollarisation, auquel je renvoie les auditeurs, où on parlait justement de toute cette offensive contre le mondialisme qui a lieu au niveau mondial. Donc il y a la fin du dollar, là, avec la Russie et la Chine qui sont en train de travailler ensemble. On a eu récemment quelque chose d'assez incroyable avec l'Arabie Saoudite qui disait qu'elle allait vendre son pétrole directement en monnaie chinoise, enfin accepter la monnaie chinoise. Enfin, on a des relations bilatérales qui se créent et quand on sait qu'en fait tout le dollar en fait est la clé de voûte de tout le système de contrôle mondialiste, là on comprend que c'est vraiment quelque chose d'important qui est tombé. Au-delà de ça, il y a ce qui se passe au niveau géopolitique avec les BRICS, avec cette alliance qui est en train de se constituer avec quand même des pays, des économies émergentes, donc avec justement la Chine et la Russie en fer de lance. Il y a ce qui est en train de se passer en Ukraine où là, en fait, comme le disent les Russes à juste titre, c'est pas juste la Russie qui se bat contre l'Ukraine, c'est la
Russie qui se bat contre toutes les forces combinées de l'OTAN. On voit le matériel, les hommes qui sont canalisés depuis là 6-8 mois vers l'Ukraine non-stop. Donc en fait, la Russie, en mobilisant seulement 10% de son armée, est en train de tenir tête à tout l'OTAN. Donc ça, c'est un élément. Il y a toutes les révélations sur la corruption de nos élites, donc qui tombent, les réseaux pédophiles qui sont démantelés, Jeffrey Epstein, entre autres, mais lui c'est le plus visible, mais il y en a d'autres aussi. La famille Biden qui avait largement investi en Ukraine, ou Exactement. alors cette jeune vice-présidente du Parlement européen, Exactement. Eva Kaili, socialiste grecque, qui s'est fait prendre chez elle avec quelques dollars dans des sacoches. C'est ça, quelques dollars, oui. Donc il y a tout ça, mais justement, il faut se garder de triomphalisme parce que le projet mondialiste, c'était un projet de gouvernance mondiale totale. Donc là, ce projet, il est mis en échec notamment par deux grandes puissances que sont la Russie et la Chine. Mais ça ne veut pas dire que nous, l'Occident, nous, on est la forteresse du mondialisme, on est le bastion historique. Donc le problème pour nous, c'est qu'il est tout à fait possible que le reste du monde se découple du système mondialiste, du dollar, au niveau financier, au niveau culturel, au niveau des échanges, et que nous, on reste sous le joug du mondialisme, et qu'en fait, on coule avec le navire. Et c'est ça tout le sens du combat que je mène notamment et que vous menez ici avec TV Liberté, c'est qu'il va falloir peut-être aider par les offensives menées par les Russes et les Chinois, que nous aussi on se libère du mondialisme. Mais le problème c'est que je dirais, on est vraiment sous sa coupe depuis tellement longtemps, on parlait de la Révolution française, et en plus surtout, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les populations occidentales se sont venues à s'identifier avec le projet du mondialisme, c'est-à-dire ce projet d'égalité, de progrès, de droits de l'homme, et en fait aujourd'hui c'est associé à l'identité du monde occidental. Et le problème, c'est que dans l'esprit des gens, il va falloir leur expliquer qu'en fait, ils se sont fait complètement rouler, qu'en fait, c'était des opérations... Depuis 200 ans. Depuis et 200 à quel ans. point, en plus? Et à quel point? Et je vais prendre un exemple. Là, juste avant de venir, je lisais un article sur la libération sexuelle des années 60. Quand vous travaillez sur ce sujet, vous voyez que la libération sexuelle qui a été vendue aux populations occidentales pour dissocier le sexe de la procréation a été quelque chose de pensé, de voulu et d'organisé par le mondialisme, notamment avec quelqu'un qui s'appelle Margaret Sanger, qui est la fondatrice du planning familial américain, et que tout ça, comme vous dites, est écrit. C'est-à-dire ils ont été très clairs sur leurs intentions, pourquoi ils ont créé la pilule, etc. Donc il faut bien, et ça va être très difficile à expliquer aux gens, c'est comment on a détruit l'État en décapitant le roi, comment on a décapité l'Église en instaurant la loi sur la laïcité, comment on décapite aujourd'hui la famille avec le mariage pour tous et toutes ces conneries genre GPA. Donc en fait, ils s'en prennent à toutes les cellules historiques de la civilisation occidentale, l'État, l'Église et la famille. C'est ça, exactement. Et c'est là, en fait, quand on travaille vraiment sur ces sujets, en fait, on arrive au fait que la vraie ligne de fracture politique, en fait, elle peut se résumer, parce que c'est des sujets qui concentrent tout, c'est l'avortement, la tolérance de tout ce qui est LGBT, et par exemple la question de la femme, libération sexuelle, etc. Parce que c'est les trois sujets qui sont ultra clivants, mais en fait où ce clivage il passe au cœur de ce qui est le projet mondialiste. Et en fait, si aujourd'hui, si on utilise cette grille, on se rend compte qu'en fait 95% des gens aujourd'hui en Occident ont une position qui est compatible avec le mondialisme sur ces questions. Donc c'est ça en fait la vraie difficulté. Je pense que le vrai combat pour l'Occident, ça ne sera pas un combat militaire comme ça peut être en Ukraine, ça va être un combat pareil sur les esprits, et c'est que les gens comprennent en fait comment ils ont été manipulés et comment on a mis ces idées-là dans leur cerveau et comment on a détruit, comme vous l'avez dit très justement, les cellules, la famille, la morale traditionnelle, le rapport entre l'État et la population, les corps intermédiaires, enfin en fait tout ce qui structurait la société. En qualifiant tout ça d'archaïque. Et voilà, et avec cette idée justement centrale qui est l'idée de progrès, et qu'en fait tout ça, ça appartient au passé. Et en fait là, ce qui va être peut-être difficile pour les Occidentaux, c'est de comprendre que leur avenir, en fait, s'ils veulent vivre et s'ils veulent survivre, en fait c'était les structures traditionnelles. Et donc moi j'en parlais justement, ce qu'on appelle les structures qui sont l'indie, c'est-à-dire toutes ces choses qui résistent au passage du temps, parce qu'il faut éviter aussi toujours de dire vous êtes pour, vous êtes contre. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que ce que nous vend le mondialisme, c'est une culture de mort. C'est-à-dire que ça conduit à la disparition des peuples et à leur stérilisation. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire par exemple moi je suis opposé à l'avortement parce que je suis, ou en tout cas à des restrictions vis-à-vis de l'avortement parce que je suis chrétien, mais aussi parce que je comprends que quand on a fait ça en 75, ça a conduit aujourd'hui à 10 millions de Français en moins.
Donc après, on nous dit, vous avez besoin d'émigration parce qu'il n'y a plus assez de gens. Mais oui, mais on en a besoin parce qu'il y a 10 millions de jeunes... De bébés qui finissent de fœtus qui finissent à la poubelle. Exactement. Et donc, il faut bien comprendre tout ça et comprendre en fait comment ça a été fait, comment ça a été mis en place et pas tomber dans vous êtes pro ou anti. Alors, un thème qui émerge de plus en plus dans ce conflit entre mondialistes et nations libres à vocation indépendante, c'est celle de l'opposition contrôlée. Vous la qualifiez une sorte de roue de secours du système mondialiste. Alors, c'est quoi son rôle? Alors, le mondialiste, on l'a vu, veut garder le pouvoir. C'est son objectif. Donc pour faire ça, pour contrôler la société, il a l'opposition contrôlée, on va dire officielle, c'est-à-dire c'est la sélection en amont de tous les gens qui peuvent être candidats à des postes électifs importants. Donc on a parlé des Young Leaders notamment, donc il y a tout ce système-là de sélection, donc qui est visible. Mais après, il y a quelque chose qui est beaucoup plus redoutable, et j'ai consacré tout un essai à ce sujet, c'est l'opposition contrôlée, c'est d'expliquer, c'est en fait de créer une roue de secours. C'est-à-dire que si l'opposition officielle tombe, on aura les dissidents, entre guillemets, qu'on va porter au pouvoir, mais qui seront en fait toujours financés par le mondialisme. Et alors quand vous travaillez là-dessus, ça devient assez vertigineux parce que vous rentrez dans une autre dimension. Je vais donner quelques exemples concrets. Par exemple, on a fait les gorges chaudes pendant des années du fameux assaut sur le Capitole des partisans de Trump. Quand vous travaillez là-dessus, vous vous rendez compte qu'il y a des groupes qui se présentaient comme pro-Trump, qui en réalité étaient financés par le mondialisme, et en fait qui bénéficiaient de complicité au sein du FBI ou des services de renseignement, pour décrédibiliser Donald Trump et dire regardez c'est un dangereux fasciste, il menace la démocratie, et en fait pour in fine permettre l'arrestation de Donald Trump. Donc, et avec à l'intérieur des complicités de gens qui ont ouvert les portes, etc. Donc il y a ça. Quand vous creusez encore plus, vous vous rendez compte qu'il y a des gens par exemple qui créent des groupes anti-pédophiles, qui sont eux-mêmes des pédophiles, ce qui permet en fait de contrôler et d'éviter que les gens qui veulent vraiment lutter contre la pédophilie puissent le faire, puisqu'on étouffe le truc dans l'œuf. Et je pense qu'il y aura des gens qui seront sous le choc aussi, peut-être de découvrir qu'il y a des gens qui se sont présentés de très tôt comme anti-vax, etc., ou contestant la politique sanitaire, qui en fait sont étroitement liés à l'industrie pharmaceutique et au mondialisme. Donc il y a toutes ces choses-là. Donc moi, dans le livre, je propose une grille de lecture pour justement que les gens puissent discerner qui est un mondialiste, qui ne l'est pas, et à lire en complément justement avec la partie symbolique et à certaines positions sur des sujets assez clivants. Donc pour avoir une grille de lecture et comprendre qui est qui, sans tomber dans la paranoïa, parce que ça aussi, il y a quelque chose qui s'appelle dans l'armée la bleuite, c'est-à-dire on voit des ennemis partout, et tout le monde devient de l'opposition contrôlée, et en fait on tombe dans la paranoïa qui est stérile aussi. Donc il faut aussi savoir discerner, faire une analyse froide avec des critères, avec des faits. Et vous le rappelez aussi, on en avait parlé récemment avec Guy de la Fortelle, que Wall Street, à l'époque, avait à la fois financé la révolution bolchevique, puis quelques années plus tard, l'ascension de Hitler au pouvoir. Exactement. Et en fait, pour moi, les deux plus grosses oppositions contrôlées, on a d'un côté le marxisme pour la gauche, et on a tout ce qui est l'hitlérisme pour la droite ou l'extrême droite. Et en fait, les deux, en effet, sont liés au mondialisme quand on travaille. Et pareil, avec une neutralisation, en fait, des partisans. Et donc, dans les deux cas, les gens d'extrême gauche, comme ceux qui vouent un culte à Hitler en pensant qu'il allait sauver la race blanche, etc., en fait, sont complètement manipulés par le mondialisme. Après plus de 200 ans d'une diffusion de cette idéologie mondialiste au sein de l'Occident, on voit que les populations de notre civilisation occidentale sont plutôt pro-mondialistes. Comment on peut leur faire ouvrir les yeux ? Je pense que c'est déjà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et ce que vous faites sur TVL, c'est-à-dire dans cette guerre de l'information, il faut donner de l'information, des informations factuelles, et essayer de petit à petit d'aider les gens à prendre conscience de certaines choses avec une difficulté que j'évoque dans le livre, c'est-à-dire que le projet est tellement énorme, est tellement complexe et tellement même retors que, en fait, la plupart des gens, c'est inconcevable. Donc, on est obligé d'y aller petit à petit. Et comme eux ont fait avancer leur projet petit à petit, c'est la fameuse stratégie des petits pas, en fait, les gens qui essayent de faire le chemin en sens inverse, on doit aussi donner des petites gouttes de vérité, des petites pilules rouges, petit à petit, pour que les gens évoluent aussi à leur rythme, parce qu'on ne peut pas leur demander de tout assimiler d'un coup, c'est vraiment trop énorme. Donc, il faut petit à petit aider les gens à sortir du système, et là, utiliser les crises qu'on est en train de vivre, qui deviennent de plus en plus objectives, avec des mensonges de plus en plus évidents, un décalage tellement de plus en plus criant
entre les faits et le récit qui en est fait dans les médias, que les gens commencent à se poser des questions, commencent à mettre en doute la version officielle. Et justement, peut-être par ce biais-là... Oui, mais s'ils sont très occupés par leurs bullshit jobs et à consommer ce qu'ils gagnent dans leurs bullshit jobs, comment ils ont le temps de prendre conscience? Alors ça, c'est la quadrature du cercle, et c'est surtout aussi un problème, c'est que de toute façon, tout changement est toujours porté par une élite. Alors c'est à la fois un motif de désespoir et d'espoir. D'espoir parce que... Enfin, de désespoir parce que c'est ce qu'a fait le mondialisme. Hein. Le mondialisme, ça commence avec une poignée de gens, et aujourd'hui, on est dans l'aboutissement, 150 ans plus tard, on est dans l'aboutissement de ce projet. Donc, mais ça veut dire aussi qu'une minorité de résistants patriotes bien formés, bien organisés, qui a compris les enjeux et qui a un projet clair, peut aussi y arriver. Mais le problème aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un déni sur certains aspects du plan mondialiste. En tout cas, on se concentre sur les symptômes et non les causes. Il y a certains sujets, on a évoqué le féminisme, on a des sujets plus clivants, avortement, etc., sur lesquels il n'y a pas de compréhension. En tout cas, les gens ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout du raisonnement ou au bout de la logique. Et puis, il y a surtout quel projet de société. C'est quelle société on veut pour la France de demain. Et alors là aussi, il n'y a pas une élite qui a un projet très clair et très précis là-dessus. Sur la continuité de ce pouvoir mondialiste, vous dites qu'il peut s'agir d'une illusion, et je vous cite, certaines personnes pourraient la contrôler, cette continuité du pouvoir, en coulisses pour mieux la contrecarrer et imposer un autre système. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire cela, une telle chose ? Alors ça, c'est vraiment... C'est un peu, j'ai cet essai qui s'appelle Du plan, qui est dans le livre, qui est la synthèse de tout le travail que je mène depuis 2-3 ans et qui essaye justement de voir comment le mondialisme est mis en échec. Donc moi, dans mon analyse, je pense qu'il y a eu une attaque sur le mondialisme qui a commencé de manière vraiment objective en 2017, et qu'il y a eu en tout cas une espèce de décapitation du sommet de la pyramide mondialiste, et qu'après on est en train de descendre vers les échelons inférieurs. Et je pense qu'une des... Cette décapitation, comment elle aurait eu lieu ? Elle a eu lieu, alors j'ai parlé de l'Arabie Saoudite, j'ai parlé il y a aussi, par exemple, quand vous regardez ce qui s'est passé avec la famille Rothschild, il y a eu il y a notamment Benjamin de Rothschild qui est mort à 51 ans d'une crise cardiaque, de manière un peu suspecte. Il y a tout le dollar qui est en train de tomber, il y a des mesures assez techniques, notamment, qui ont été prises par Trump. Il y a des décrets qui ont été votés par Trump dès 2018 sur la possibilité de condamner à mort des gens qui font des crimes contre l'humanité, du trafic d'êtres humains, de la fraude électorale. Enfin, il y a tout un arsenal législatif qui a été mis en place, notamment aux États-Unis. Il y a ce qui s'est passé en Chine. On a vu notamment l'arrestation publique de Hu Jintao au 20e congrès du Parti communiste, qui a vraiment frappé tous les gens qui connaissent un petit peu comment fonctionne la société chinoise et la symbolique extrêmement violente, extrêmement claire qu'il y avait dans cette mise au banc publique devant l'événement politique le plus important de la société chinoise. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, qui me font aller dans ce sens, et surtout je garde le principe du judo. C'est-à-dire le judo, c'est quoi ? C'est vous utilisez la force de l'adversaire et vous la retournez contre lui. Et moi j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait on est en train de rendre visible aux gens le mondialisme, en allant trop vite, trop loin. C'est-à-dire que, y compris sur le transgenre, y compris sur le LGBT, y compris sur tout ce qui se passe, moi c'est ma conviction et c'est mon intuition que, en fait, ça, c'est utilisé pour réveiller l'opinion publique. Et là, encore récemment, j'ai vu, par exemple, Brigitte Macron qui venait sur les plateaux télévisés pour défendre la retraite de son mari. Mais je me suis dit, comment on peut être à ce point-là dans le décalage ? Donc, il y a deux possibilités. C'est soit ils sont extrêmement incompétents, ce qui est possible, ou, en fait, on assiste à une espèce de démolition contrôlée et à une révélation en fait de ce qu'est le mondialisme pour préparer l'opinion publique à d'autres révélations. Donc c'est mon hypothèse. J'essaye de donner le plus d'éléments factuels. Les lecteurs jugeront si c'est convaincant ou pas. On a vu les gilets jaunes se lever il y a quelques années avec l'augmentation du prix du carburant. On voit qu'aujourd'hui la situation est encore pire, mais que le retour des gilets jaunes tant attendu a finalement été assez faible. C'était il y a quelques jours dans les rues de France. Donc les gens commencent à comprendre les conséquences d'un système dont ils n'arrivent pas à forcément délimiter les frontières. Comment est-ce que vous pourriez expliquer comment ils pourront se libérer de ce système ? Alors, il y a deux dimensions. Il y a l'échelle collective et l'échelle individuelle. Collectivement, il faut qu'on comprenne le mondialisme et qu'on le rejette, qu'on libère la France. En fait, l'enjeu, c'est la France aujourd'hui est occupée, ses institutions ont été capturées,
il faut libérer la France du mondialisme. Et ça, c'est un projet de société qui concerne tous les Français, c'est-à-dire tous ceux qui veulent défendre leur patrie doivent se mobiliser dans ce projet, comprendre comment le mondialisme a pris le pouvoir, quels sont ses objectifs et ensuite, après, comment on peut le combattre. Donc ça, c'est un projet collectif. À l'échelle individuelle, on l'a évoqué pendant tout cet entretien, c'est-à-dire c'est un travail sur soi-même, c'est déjà se réinformer, c'est sortir de cette matrice cognitive dans lequel le mondialisme nous a enfermés, et c'est faire ce travail sur toi de remise en question de en fait tous ces dogmes, parce qu'en fait on parle de la religion avec ces dogmes, mais moi je considère qu'aujourd'hui on vit dans des dogmes qui sont encore plus brutaux et encore plus imposés aux gens que ce qu'étaient les dogmes religieux des sociétés d'autrefois. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui les gens n'ont pas conscience que ces dogmes sont des dogmes religieux, c'est-à-dire ça passe pour des évidences. La diversité est une force, enfin toutes ces choses-là qu'on nous marquait. Les fameuses valeurs de la République. Voilà, c'est ça exactement. Et les gens n'ont pas conscience de ça. Donc ça, c'est un travail que chacun doit faire, parce que je pense que ça serait contre-productif à long terme si il y avait, imaginons, un groupe de patriotes qui prend le pouvoir et qui dit maintenant on va revenir à une société traditionnelle, on vous impose les choses, c'est comme ça et pas autrement. Ça pourrait peut-être marcher à court terme, mais en fait ça finirait par être rejeté et faire plus de dégâts à long terme. Donc il faut accompagner la société française dans ce travail. Et en fait, je dirais, les choses sont assez simples. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de la famille, il y a le niveau politique et il y a le niveau spirituel. Et en fait, la famille, parce que c'est la cellule de base de la société, donc il faut refaire des familles différenciées, c'est-à-dire avec l'autorité du père, le respect de la mère. Ensuite, le niveau politique, on l'a évoqué, il faut retrouver cet amour de notre pays et le défendre au-delà des clivages partisans, parce que c'est pas une histoire de gauche, c'est pas une histoire de droite, c'est la France, notre pays, notre patrie, l'endroit qu'on aime, où on a envie de vivre. Donc ça nous concerne tous. Et le 3e point, c'est retrouver en fait ce lien avec Dieu, parce qu'en fait c'est ça, comme on l'a expliqué, c'est les religions sont en fait une espèce de raccourci pour combattre le mondialisme, et le projet chrétien, en fait, la famille chrétienne enracinée, c'est l'antidote absolument ultime au mondialisme. Et en fait, pour conclure, je pense que combattre le mondialisme et s'en libérer, en fait, c'est très très simple. Il suffit juste que, en fait, on retrouve cet ordre naturel, qu'un homme se comporte en homme, une femme se comporte en femme, un enfant se comporte comme un enfant, un maître en maître, un élève en élève, un chef en chef. Remettre l'église au milieu du village. Voilà, exactement, et que tous ces membres de la société rendent à Dieu le culte qui lui est dû, et surtout se gardent de la tentation de penser que c'est uniquement par la raison, par le calcul et par notre petite intelligence humaine qu'on va y arriver. Comme dit l'Évangile, aux hommes cela est impossible, à Dieu tout est possible. Et terminons aussi par cette citation de Bernanos que vous reprenez dans votre ouvrage. Les Français ne peuvent pas être sauvés car ils passent leur temps à se mentir à eux-mêmes. Exactement, et là encore, pour reprendre l'Évangile, c'est « vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Bon, je crois qu'on ne pourra pas dire mieux pour terminer cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, C'est l'homme et la cité, volume 3, à retrouver sur la boutique de TVL. N'oubliez pas, je ne vais pas vous tutoyer, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran et de nous laisser vos commentaires pour un meilleur référencement. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Stanislas Berton. Merci beaucoup, Pierre, pour votre accueil.